Bonjour à tous, ça va les caps? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, look de surfeur, ils ont dit. Look de surfeur, bref, salut, ça farte. Nouvelle vidéo, dans cette vidéo, on va parler du petit Émile et pas que de ça. Karl Zero, que vous connaissez très certainement tous, j'ai déjà fait des vidéos sur Karl Zero, on lui passe le bonjour, j'aimerais tellement l'interviewer, mais il répond pas sur Twitter. Bon, bah, c'est pas grave. Donc Karl Zero, c'est quelqu'un qui est passé de ce qu'on peut appeler du mondain médiatique, c'est-à-dire qu'à l'époque, il travaillait sur Canal+, il avait de gros réseaux, il avait un petit peu, disons, la belle vie, hein, comme certains disent, et finalement, il a dédié le restant de sa vie à justement la lutte anti-PEDO. Donc évidemment, maintenant, il a lancé sa propre plateforme, son propre site internet, sa propre revue mensuelle, si je ne dis pas de bêtises, sur lequel voilà, il travaille sur des dossiers concernant la PEDO, mais pas simplement la PEDO des réseaux sociaux. Là, on parle vraiment de la PEDO organisée, profonde, criminelle. Et donc, évidemment, qui dit l'affaire du petit Émile, dit évidemment… Alors, ça ne veut pas forcément dire que l'histoire du petit Émile est reliée à de la PEDO. Mais c'est ce que veut nous faire entendre Karl Zero, pas que, hein. Mais en tout cas, il fait un lien entre la famille, et on va y revenir dans quelques secondes puisqu'on a le tweet qu'il a mis. Il dit que Émile serait une victime d'une éducation, entre guillemets, à la Bétarame. Et on va y revenir dans quelques instants parce que c'est le sujet de cette vidéo-là, c'est justement Karl Zero nous fait comprendre qu'il y a des liens avec des gens de la famille qui auraient effectivement un petit peu, qui auraient quelques casseroles et quelques habitudes communes aux actes qu'on a pu traiter sur cette chaîne-là concernant l'affaire Bétarame. Je suis désolé si je prends beaucoup de pincettes dans ce que je dis, mais comme vous le savez, sur les plateformes courantes comme YouTube, etc., où il y a une liberté d'expression régulée, hein, à deux vitesses, on est obligé d'utiliser des petites pincettes dans les mots et les termes qu'on utilise. Donc je m'excuse d'avance si par moment je peux perdre mes mots, etc. parce que j'essaye d'utiliser un langage accessible et bankable, comme on dit en anglais. Donc voilà. On va commencer d'abord sur un extrait. C'est l'extrait d'une émission de Morandini. Pour rappel, Morandini, il y a quelques jours, il a été recondamné par rapport évidemment à cette fameuse histoire de faux casting dans lequel il s'est fait passer pour une femme, Catherine Leclerc si je ne dis pas de bêtises, dans lequel il a demandé, donc il a organisé un faux casting pour un faux film où il avait besoin de gamins entre 15 et 25 ans. Et donc, les gamins écrivaient à cette femme de casting, mais en fait, derrière, c'était Morandini. Et en fait, il disait, voilà, bah, si tu veux participer au film, bah, il va falloir que tu envoies des photos de toi à poil. Il va falloir que tu fasses une petite lettre blanc à Morandini, si tu le veux bien, signé maman. Bref, pour ceux qui n'ont pas trop compris qui est Morandini, je vous incite à voir une vidéo sur ma chaîne qui traite le dossier Morandini. Ce type-là est vraiment spécial. Et évidemment, on est en France, à PED Hollande, donc forcément, un type qui est condamné pour ça, bon, bah, on va le laisser. Bah, on va le laisser sur CNews, bah, bien sûr. Et donc, évidemment, quoi de mieux que d'entendre Morandini qui est condamné pour ce genre de choses que de parler de l'histoire du petit Émile, un gosse qui n'avait même pas la dizaine, qui se retrouve évidemment disparu. Alors entre-temps, il a été retrouvé, son crâne a été retrouvé, ses vêtements ont été retrouvés, il y a des ADN sur ses vêtements, etc. Bref, l'enquête, j'avais déjà parlé de cette enquête-là l'année dernière. Et donc là, on a des nouvelles pistes, notamment la piste intrafamiliale. Maintenant, c'est plus la piste du corbeau, parce que oui, hein, il y a quand même eu une piste, qui plus est. On s'est dit que le petit Émile se serait fait enlever par un corbeau. Hein. Non mais bon, voilà, je veux dire, non mais ça ferait un bon film sur Netflix, tu vois. Un gosse qui se fait enlever, qui se fait kidnapper par un corbeau. Puis tu sais, après, tu aurais De La Fontaine qui va écrire un poème dessus. Bref. Donc on va regarder l'extrait de Morandini. Si je vous mets cet extrait-là, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, il y a un… Alors vous allez voir, l'extrait parle pour lui-même. Regardez bien le regard que porte Morandini, regardez bien. Ma génération et les enfants de ma génération ont pris des paires de gifles. Bon, aujourd'hui, les parents qui feraient ça, ils finiraient en détention provisoire. Et l'enfant peut porter plainte contre eux aujourd'hui. Et l'enfant peut porter plainte contre eux, je veux dire, ça aurait fait rire tout le monde. Ma génération. Vous avez vu son regard? Bon, évidemment, là, il n'y a rien de factuel, enfin, il n'y a rien de…
C'est qu'un regard, hein. Mais c'est vrai que le mec te dit, bah oui, à l'époque, tous les enfants ont vécu évidemment un petit coup de pied aux fesses, une petite claque. Et là, il dit, bah voilà, effectivement, aujourd'hui, quel enfant pourrait porter plainte. Et au moment où il dit ça, Morandini, il fait un regard style, ah ouais, mince, maintenant ils peuvent porter plainte. Donc, évidemment, ça survient quelques jours après sa condamnation, à laquelle il a fait appel d'ailleurs, je crois. C'est même pas je crois, c'est sûr. Donc c'est assez marrant. Là, c'était la petite info, voilà, pour démarrer, pour introduire cette vidéo-là. Ensuite, on passe évidemment à Toxin Média. Toxin Média qui fait beaucoup parler d'eux, puisque récemment, ils ont interviewé Xavier Poussard, ils ont interviewé plusieurs personnalités assez connues. Et donc, concernant cette histoire, Émile, ils ont reçu l'excellent Régis de Castelnau, qui compare le traitement médiatique de l'affaire du petit Émile à celui de l'affaire Grégory, dénonçant les accusations prématurées contre le grand-père. On va regarder ça, écoutez bien. Ben, elle m'intéresse parce que, une fois de plus, l'opinion publique a une mémoire de poisson rouge, parce que quand je vois toutes ces réactions autour de cette affaire, la gourmandise avec laquelle les médias se sont jetés là-dessus, ah, ça y est, on va savoir. Alors, quand vous dites ils ont été mis en garde à vue pour meurtre et recel de cadavres, ça n'a aucun sens. Ce sont des qualifications juridiques, judiciaires, Oui. et je crois savoir que les gardes à vue se passent dans des enquêtes, que personne n'a été mis en examen, qu'aucune de ces qualifications n'a été utilisée, et on ne met pas en garde à vue pour ces qualifications, on met en garde à vue parce qu'on mène une enquête. On mène une enquête dans la confidentialité qui est à peu près garantie. Mais donc, Oui. on voit les médias se jettent dessus avec gourmandise. Et puis ce matin, je me suis levé, puisque vous m'arrachez du lit tôt le jeudi matin, ma chère J'en suis confuse. Clémence. Et là, j'ai regardé un petit peu les réseaux et toutes les chaînes. Oh, la déception, c'est affreux, c'est horrible. Ils ont été mis en liberté. Et, j'ai même vu sur CNews un journaliste qui était dans le village. Vous vous rendez compte, c'est lourd, c'est dur pour les habitants qui attendaient la vérité et tout, mais on arrête un peu là. On arrête de recommencer les conneries de l'affaire Grégory, les conneries de l'affaire de la Minimis. Et je renvoie à la série qui se passe sur Netflix, très intéressante, où il y a une petite fille qui a été assassinée et les parents ont été accusés, comme dans l'affaire Grégory. Et j'invite aussi, parce que je l'ai vu, alors la veille de la garde à vue, sur YouTube, l'affaire Azaria Chamberlain comment dire, en Australie. Là aussi, il y a une petite fille qui avait 9 semaines, qui a été tuée par un dingo. On a accusé la mère, elle a fait 4 ans de prison. Donc, et là, toutes les analyses, c'était du même genre de celles dont parle aujourd'hui le Parisien. Et comme par hasard, ça vaut pour Grégory, ça vaut pour l'affaire de la Minimis et ça vaut pour cette affaire australienne, c'est qu'on pointe sur une famille atypique. Parce que vous comprenez, le grand-père, il est catho-tradi, il a eu 10 enfants et ils ont fait l'école à la maison. Mais des nazis, Clémence, ils mangent les petits-enfants, c'est bien connu. Et ça y est, on est reparti pour les conneries. Alors effectivement, c'est ce qui est le plus… Et vous allez voir, c'est pour ça que je veux aussi relayer le tweet de Karl Zero qui a fait énormément de bruit. Parce que derrière tout ça, évidemment, la première chose qui a été dite sur cette histoire du petit Émile, repose en paix bien évidemment, c'est, alors attention, la famille était catholique traditionnaliste. Attention, le grand-père, il était dans des cercles de groupes d'extrême droite, catholiques, etc. Et aujourd'hui, on dirait que c'est un crime d'être catholique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement peu de catholiques, le catholicisme a tellement perdu aujourd'hui en influence, aujourd'hui en France et plus particulièrement en Europe de l'Ouest, qu'aujourd'hui, si vous êtes encore un catholique, ben en fait, vous faites partie de l'ancienne France, vous faites partie de cette France-là rejetée, mais surtout méprisée. Parce que la France d'avant, c'est le couple, un homme et une femme, c'est souvent des gens qui se connaissent, qui viennent du même bourg ou qui viennent de la même région, donc forcément, c'est que des blancs. C'est des Français autochtones qui ont toujours vécu dans leur village, qui se marient encore à l'église, qui font encore entre 3 et 6 enfants par famille, etc. Et donc, évidemment, tout ça, c'est méprisé parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, vous savez bien, comme dit Delawarre, vous savez bien qu'aujourd'hui, les médias, ils vilipendent tout ça.
ils vilipendent. Aujourd'hui, à l'heure du progrès, à l'heure de tous ces journalistes des grandes villes, bah voilà, pour eux, dès que tu sors avec un homme en tant que femme ou dès que tu sors avec une femme en tant qu'homme, le couple hétéro blanc, disons, qui habite en province, ouh là 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 là, attention, là c'est limite du nazisme, tu vois. Ce qui est hilarant, parce que d'ailleurs, ce qui est super marrant, après on passera au tweet de Carl Zero, hein, ce qui est marrant, c'est que tous ceux qui te parlent, tous les grands dirigeants et tous ceux qui te disent que voilà, un couple hétéro ou un couple normal, c'est pas forcément un couple hétéro, c'est pas forcément le métissage, c'est bien, les trucs comme ça, toute cette politique progressiste d'une liste qu'on pourrait nommer, bah, ces gens-là en fait se métissent pas. Ces gens-là sont des couples hétéros. Ces gens-là font plein d'enfants par famille. Regardez les Rothschild, regardez, j'allais dire les Macron, mais bon, Macron, mais regardez même la femme de Macron, Brigitte. Elle a eu un cadre familial, elle a eu 3 enfants, elle est sortie avec un homme qui venait de la même région qu'elle. C'est une femme d'ailleurs très à l'ancienne, hein, Brigitte. Hein. Et tous ces gens-là. Donc c'est assez marrant de voir que finalement, les mêmes qui te font les leçons de morale là-dessus sont les mêmes qui ne se métissent pas, qui sortent qu'entre eux, qui sont les plus communautaires. Enfin bref, je vais éviter de digresser, mais c'est la petite digression sympathique de la journée. Alors, Carl Zero nous dit « Émile, victime d'une éducation à la bêta-rame ». Ça y est, on y est. Philippe Vedovini, le grand-père du petit garçon, placé en garde à vue avec sa femme et 2 de ses enfants pour homicide volontaire et recel de cadavre. Donc c'est ce pourquoi ils ont été, pour l'instant, inculpés mais non pas jugés. D'ailleurs, entre-temps, parce que le tweet date de 2 jours, entre-temps, il me semble qu'ils ont été relâchés, que voilà, ils ont rien trouvé de concluant. Donc de 26 à 28 ans, encadrant dans une école privée hors contrat, Saint-Jean-Bosco, qui dépendait de la communauté traditionnaliste de la Sainte-Croix de Riaumont à Liévin, Pas-de-Calais. À ce titre, il avait été entendu en 2018 par la PJ de Lille suite à des plaintes d'anciens élèves pour des faits de VIOLS, d'agression SEXUE de ZLES et de maltraitance qui ont entraîné la mise en examen de 11 prêtres et laïcs. Selon Libération, un plaignant ancien pensionnaire l'impliquait dans un VIOL avec un autre prêtre qui a reconnu les faits. Alors là, je vous le dis, ça y est. Comme d'habitude, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ma chaîne, comme je vous le dis, c'est que ma chaîne, elle sert justement à sortir de la binarité, à sortir du clivage gauche-droite et à sortir justement de ce système en France qui est le système de caste et surtout le système de on met les gens dans des cases dès qu'ils sont d'une certaine idéologie. Parce que là, je peux vous garantir que ce genre de choses, ce genre de tweets, et je ne vise pas Carl Zero, hein, mais juste le fait qu'encore une fois, la famille du petit Émile sont des cathos tradis et ils sont impliqués dans une histoire, donc leur enfant qui a mystérieusement disparu, etc. Encore une fois, les catholiques du quotidien, avec ces histoires de prêtres, avec l'histoire Bétarame, avec cette histoire d'enlèvement, encore une fois, ça va salir l'image du catholique du quotidien qui va à la messe le dimanche, qui fait sa vie normale, qui essaie de s'élever spirituellement, philosophiquement, politiquement, etc., individuellement. Ça va encore évidemment salir l'image des catholiques. Tout comme aujourd'hui, comme vous le savez bien, la racaille à l'arrêt de bus qui dit Wallah comme une virgule salit l'image du musulman honnête, pieux, qui travaille. Évidemment, ça salit. Donc, vraiment, chers amis, je vous incite, comme d'habitude, à ne pas participer à cet amalgame volontaire, même si effectivement, voilà, comme nous le dit très bien Carl Zero, voilà, il y a encore des histoires, donc évidemment, de VIOLS par des prêtres et des laïcs, attention. Mais voilà, c'est encore une fois, ça va encore salir l'image du catholique. Philippe Vedovini a toujours nié avec vigueur ce qui lui vaut le statut de témoin assisté dans la procédure. Il a toujours contesté les faits à connotation, on ne peut pas dire le mot, mais il a reconnu des pratiques de l'époque, des claques, des coups de pied aux fesses. Note à Libération son avocate Isabelle Colombani. Bien entendu, ce monsieur bénéficie de la présomption d'innocence, mais ce passé violent au sein d'une institution traditionnaliste catholique fait non seulement froid dans le dos, mais résonne particulièrement aujourd'hui. Effectivement, c'est un petit rebondissement dans l'histoire, dans l'affaire. Maintenant, bon,
Moi, je ne suis pas un enquêteur hors pair, je ne suis pas enquêteur tout court d'ailleurs, mais je ne vais pas non plus partir dans l'émotionnel, dire « Oh, regardez, forcément, donc c'est que ceci, cela ». Bon, de toute façon, on va laisser la justice faire son travail. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça fait parler. Aujourd'hui, l'enquête, elle se fait à 90% plus sur les réseaux sociaux que dans un tribunal ou dans un commissariat de police. Donc, c'est sûr que c'est assez marrant. C'est le monde d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et donc là, il y a une dame qui nous dit « C'est bizarre. Monsieur Carzero, je ne vous ai pas entendu parler du candidat LFI Pierre-Alain Coutinho qui a VIOL et une petite fille handicapée de 4 ans alors que ce n'est pas vieux. Tout est bon pour taper sur les catholiques parce qu'ils ne se défendent jamais. » Alors, effectivement, l'affaire Pierre-Alain Coutinho, d'ailleurs je crois que c'est GPTV qui en a parlé, ça c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que c'est un type qui gérait une association, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'était une association pour justement aider une association LGBT qui venait en aide aux enfants et aux personnes un petit peu en demande de droit. Et donc effectivement, ce type-là qui était aussi, on se rend compte, un ancien militant d'LFI, il n'était plus à l'époque des faits, je crois, mais il était un ancien donc, candidat d'LFI ou militant LFI. Et c'est vrai que là, pareil, on n'a pas entendu énormément de médias parler de ce type-là, qui est donc d'une certaine gauche, enfin qui venait en tout cas d'une certaine gauche, qui était quand même dans le corps politique, parce qu'il était militant, il était quand même reconnu. Je crois même qu'il avait été sur une liste LFI. Et donc là, il est dans une histoire de VOL envers une petite fille handicapée, et pas que, parce qu'on s'aperçoit même que c'est une histoire de réseau. Je parlerai de cette histoire-là si vous le voulez, chers amis, mais effectivement, bon après, là pour le coup, Carzero, c'est pas le genre de type à taper sur une communauté particulièrement, pas du tout. Lui, il parle des faits, c'est-à-dire qu'il y a une affaire de VIOL, il y a une affaire de PEDO. Il va parler, il va rentrer dans les détails si la personne est catho, si la personne est juive, si la personne est musulmane, si la personne est de cercles traditionnalistes, des cercles plutôt modernistes, etc. Bon, je ne suis pas sûr que Carzero ce soit le genre de type à taper comme ça volontairement sur une communauté. Bon, là, il fait simplement, il énumère des faits. Il parle justement du traitement des enfants dans les écoles privées catholiques d'époque, justement. À l'époque, effectivement, Beth Haram, il n'y a pas que Beth Haram. Il y a plein d'autres écoles dans lesquelles, effectivement, comme c'est ce genre le genre de profil qu'il y avait dans les écoles privées, c'était souvent des gens qui sont assez traditionnels. C'était, voilà, comme il l'a dit, hein, les claques, les fessées, les coups de pied aux fesses, etc. Bon, bah, effectivement, aujourd'hui, c'est un truc qu'on ne fait plus, qui ne se fait plus dans les écoles privées. Donc, c'est bien aussi de montrer que voilà le vrai progrès. Le progressisme, c'est pas d'accepter qu'un couple, ce soit trois personnes hommes ou moitié animaux, moitié humains. C'est pas ça le progrès, hein. Moi, j'appelle pas ça du progrès. Le progrès, c'est ça, c'est de dire, voilà, on est passé d'écoles privées catho où effectivement il y avait beaucoup de violence envers les enfants, envers les jeunes, etc. On est passé à des écoles où effectivement il y a un petit peu plus, pas de laxisme, mais voilà, on arrive à faire comprendre aux enfants avec toujours une certaine sévérité, mais on n'apprend plus aux enfants par la violence. Et c'est vrai que même moi, ma grand-mère me disait souvent qu'à l'époque, quand elle était à l'école primaire ou même au collège, il y avait le fameux la baguette sur les doigts, le coup de règle sur les doigts, ou alors la fessée devant tous les élèves. Ça, c'est des choses vraies que m'a raconté ma grand-mère. Ça, c'est véridique. Hein. Donc voilà, ce sont des choses qui existaient véritablement. Et c'est vrai que, ou même pareil, chez les Maghrébins, la plupart du temps, les enfants, pour leur faire peur, le père de famille ou la mère de famille dit voilà, si tu ne te tiens pas correctement, je vais t'envoyer au bled. Parce qu'on sait qu'au bled, c'est des gens qui fonctionnent à l'ancienne. Et donc, comme ils fonctionnent à l'ancienne, tu sais que tu vas dérouiller. Moi-même, je m'en rappelle, mes parents me menaçaient, on nous menaçait toujours de nous envoyer au pensionnat. C'est vrai, on te dit voilà, si tu te comportes mal, Kentra, cet été, tu iras au pensionnat ou tu iras… et on savait effectivement que l'image du pensionnat, c'était un peu l'école militaire pour les jeunes, quoi. C'était hyper… C'est vrai que moi, je me rappelle très longtemps dans mon enfance, on m'a toujours fait peur par ça. Par attention, on va t'envoyer au pensionnat, on va t'envoyer dans l'école où on te rééduque, etc. Donc, et c'est un moyen de pression. Et c'est vrai que si c'est un moyen de pression, c'est parce qu'on savait que là-bas, ils avaient des méthodes assez dures, assez sévères, qui impliquaient même des fois la sévérité physique. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui se font plus ou qui se font moins. Et je pense qu'on peut, effectivement, on peut appeler ça du progrès. Parce que moi, je sais que je suis de la même école que Platon. Hein. Platon, il dit justement qu'on n'apprend pas aux enfants par la violence, mais on leur apprend justement en leur faisant comprendre les choses.
Moi, effectivement, si j'avais des enfants, et je pense que si un jour j'ai des enfants, je me le souhaite, s'ils font une bêtise, j'essaierai de leur faire comprendre pourquoi la bêtise en soi, pourquoi ce qu'ils ont fait est une bêtise. Moi, j'ai jamais compris le fait de, quand quelqu'un fait une bêtise, on l'envoie au coin, on le tape, on lui fait faire, je sais pas moi, on lui fait faire une grosse corvée, etc. Un pensume, hein, dirait-on. Moi, je comprends pas. Bah, si mon enfant, je sais pas, un exemple bête, mais si mon enfant, j'ai pas d'exemple qui me passe par la tête, je sais pas, il balance un caillou et il casse une vitre, tu vois. Bon, voilà, il faut lui faire comprendre que, voilà, on ne balance pas un caillou parce qu'on peut blesser quelqu'un. Tout ça, en fait, il faut faire comprendre à la personne. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, on fait encore des choses par automatisme et on ne sait même pas pourquoi on les fait. Je prends un exemple tout bête, mais la plupart des gens mangent 3 fois par jour. Mais en réalité, c'est parce que c'est des choses qu'on nous a instaurées depuis tout jeune. Et quand vous voyagez, par exemple, moi qui étais en Thaïlande, ils ne mangent pas le matin, les Thaïs. Et les Thaïs mangent peut-être 5 à 6 fois par jour, mais sur une très courte période, par exemple de midi à 20 heures, et ils vont manger des petits bouts, des petites portions de riz, des petites brochettes, mais ils vont manger plein de fois dans la journée. Et c'est vrai que c'est différent. Et là, on se dit, mais attends, mais finalement, moi, je mange 3 fois par jour, mais est-ce que je le fais véritablement parce que j'ai faim et en fait, on se rend compte que non. La plupart du temps, vous mangez parce que c'est l'heure du dîner, donc vous mangez. Mais ça se trouve, vous n'avez pas faim au fond de vous. Et c'est ça, en fait. Et c'est vrai que c'est des choses, on fait énormément de choses sans vraiment savoir pourquoi. On fait des choses par automatisme. Et je pense que c'est le progrès, voilà le progrès vers lequel j'ai envie de vous emmener, chers abonnés. C'est de se dire, faisons les choses en pleine conscience. Soyons conscients de ce qu'on fait. Soyons véritablement conscients de ce qu'on fait. Bref, je ne vais pas digresser plus, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo, voire ou même faire peut-être un live pour ceux que ça intéresse véritablement, pour pouvoir poser des questions, etc. C'est des sujets qui m'intéressent. Moi, j'aime bien relier aussi la spiritualité, la pleine conscience. C'est des choses intéressantes et je pense que ça peut nous aider à comprendre d'ailleurs des faits. De comprendre des faits. C'est vrai, mais la plupart des parents engueulent leurs enfants parce que leurs parents les ont engueulés. Donc évidemment, tu reproduis par mimétisme, d'un côté, j'ai envie de dire, le fait d'engueuler ton enfant parce qu'il fait une bêtise. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment la meilleure méthode pour que ton enfant apprenne à ne plus faire la bêtise en question? Moi-même qui étais surveillant, j'avoue que moi, je me suis toujours refusé d'engueuler les élèves. Je voyais les autres surveillants qui engueulaient, qui leur criaient dessus, qui leur mettaient des punitions et tout. Je me suis dit, mais moi, quand j'étais élève, à aucun moment, quand j'ai eu des heures de colle, quand je me suis fait punir ou que des surveillants m'ont crié dessus, à aucun moment ça m'a fait comprendre que ce que je faisais était une erreur, tu vois. Quand t'engueules un élève qui porte la casquette dans le couloir, tu dis ne mets pas ta casquette, il commence à lui crier dessus, à aucun moment l'élève il comprend pourquoi il devrait enlever sa casquette. Alors que si tu lui expliques, bon voilà, dans le règlement c'est interdit parce qu'effectivement ceci, cela, et encore, il faudrait revenir sur le règlement, parce que finalement, porter une casquette à l'intérieur, je suis pas sûr que ça tue quelqu'un. Mais voilà, et pareil, il faut faire comprendre véritablement. Si tu fais pas comprendre à la personne que ce qu'elle fait c'est mal, elle va continuer. Elle va continuer. C'est ça en fait, véritablement. Et voilà, moi c'est mon petit avis sur l'éducation. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord. Je sais que d'ailleurs Jérôme Bourbon, j'en avais discuté avec lui dans une conférence où il parlait justement de l'importance de la sévérité, de l'importance de la répétition, etc. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Je ne suis pas vraiment d'accord sur ça, mais bon, vous me direz, moi je ne suis pas père, donc je ne peux pas vous dire. Hein, ça se trouve, quand j'aurai des enfants, je leur crierai dessus comme un bon vieux père traditionnaliste, frérot. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Voilà, c'est la petite digression suivant l'affaire Émile, évidemment. Mettez votre avis en commentaire, mettez un like, abonnez-vous. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Payamment sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.